Soirée bizarre, quai de Seine de Paris, quelque part vers 2021. La soirée était en effet médiocre. On était 4 dans un coin, à raconter des bêtises et à enchaîner des canettes de bière. À un moment dans la soirée, un ancien pote d'origine tchétchène avait vraiment envie de nous faire découvrir une musique sur son enceinte. Pourquoi pas? Après tout, il nous a fait découvrir des musiques russes qui étaient assez sympas. Mais ce qu'il a mis ce soir-là, ça a mis une ambiance un peu différente. Le son est très cool, ça ne ressemble à rien de ce que je connais, je le sauvegarde dans ma fameuse playlist, découvert au pif. Les années passent, 2022, 2023, 2024. Des fois il m'arrive de retourner sur le son et je l'aime toujours autant. À un moment j'essaye d'écouter tout l'album, mais malheureusement, j'accroche pas plus que ça. M'est venue une réflexion que je me fais souvent quand je découvre des artistes, c'est quand même pas de chance et très frustrant de découvrir une discographie en commençant par leurs meilleurs morceaux. Bref, on avance un peu dans le temps, on est un samedi 2 février 2025. À l'époque, je suis toujours en pleine formation de data analyse, et on devait probablement travailler sur du machine learning. À ce moment-là, j'étais un peu perdu musicalement. La K-pop c'est très sympa, un jour il faudrait que je vous en parle, mais ça commençait à me lasser. À ce moment-là, j'avais besoin d'un truc qui me secoue un peu plus. J'avais besoin de reprendre un shot de Ice Peak. Je me lance un peu au pif l'album Kiss of Death, sorti en 2022, et c'est le coup de foudre instantané. Je me prends une claque esthétique monumentale et je commence véritablement à me plonger dans leur discographie. Et vraiment il faut qu'on en parle. Je ne sais pas à quel point la musique de Ice Peak est connue en France, mais ce que je sais, c'est qu'aucun vidéaste n'a encore tenté de vidéo-essai sur le groupe, à la fois rétrospective et analytique. C'est globalement le programme que je vous propose aujourd'hui. On va se plonger dans la carrière de ces deux artistes, du premier EP que l'on peut trouver sur Spotify, jusqu'à leur album le plus récent. J'espère que je vais réussir à rendre ce voyage passionnant, réussir à retranscrire cette étrange sensation d'osciller constamment du 7e ciel au 9e cercle des enfers. Commençons par la base. Ice Peak, c'est un duo de musique russe composé de Nastia et de Nikolai. Les deux se rencontrent à l'université, ils se rendent compte que ça match très bien musicalement et ils décident de commencer une étroite collaboration. Les deux étaient déjà prédestinés dans leur création musicale. Nikolai qui va composer toutes les musiques de Ice Peak a un père qui est chef d'orchestre et Nastia qui va interpréter toutes les musiques de Ice Peak a une mère qui est chanteuse d'opéra. Tout est simple, tout est clair, tout est logique. Globalement, c'est vers 2013 que les deux artistes se rencontrent. Les deux barbotaient déjà dans des milieux underground et marginaux, avec d'autres artistes expérimentaux, menant des vies expérimentales. Leur premier EP que l'on peut trouver sur Spotify, Substance, vient de cette ambiance-là. C'est vraiment un essai musical quasiment entièrement mené par Nikolai. On peut de temps en temps entendre la voix de Nastia sur les compositions de Nikolai, mais elle vient surtout filer un coup de main sur toute l'esthétique visuelle du groupe. Ce premier EP, c'est globalement Nikolai qui expérimente avec toutes sortes de textures sonores. Il y a cette volonté de transporter le public dans des espèces de paysages surréalistes avec des compositions minimalistes. En tout cas, c'est ce que m'évoque ce premier titre. Cette note très lente qui m'évoque l'activité d'une grande ville soviétique et l'architecture brutaliste filmée en top shot. Alors oui, ça c'est mon délire quand j'écoute de la musique. Imaginez quelles images de cinéma je pourrais créer à partir de ce que j'écoute. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis tombé fou amoureux du groupe. C'est une musique qui est extrêmement cinématographique, où je peux y projeter des idées visuelles complexes et stimulantes. D'ailleurs, un de mes plus grands fantasmes cinéphiliques serait de voir un film dont la musique serait entièrement composée par Ice Peak, et dont la réalisation serait confiée à un mec un peu barge. Le premier nom qui me vient en tête c'est Gaspard Noé, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Substance c'est un EP assez sympa, mais l'une des œuvres les moins intéressantes d'Ice Peak. Tu sens qu'il se cherche encore stylistiquement. Ça essaye plein de trucs, ça crée des atmosphères intéressantes, mais ça ne va jamais gratter en profondeur. Si j'oublie l'existence du titre I'll Be Found, bien évidemment. Ce titre rentre facilement dans ma playlist Meilleur titre Ice Peak. Une playlist Spotify qui regroupe les titres du groupe qui m'ont vraiment marqué. Et ils sont au nombre de 53. I'll Be Found, c'est le titre phare de l'EP. Il fait plus de 6 minutes, la composition est riche et me transporte instantanément ailleurs. Le genre de titre où tu arrêtes ce que tu es en train de faire afin de vraiment te le prendre en pleine poire. Un titre qui mélange des notes très planantes et absolument sublimes, avec des sonorités beaucoup plus agressives. Musicalement et surtout lyricalement, c'est surpuissant. Et même si le titre s'étire un peu trop en longueur, il a complètement sa place dans la playlist, c'est un titre que j'aime beaucoup réécouter.
On est maintenant en 2016, 2 ans après la sortie de Substance. C'est une période dont on a assez peu d'infos. On sait que grâce à leur proposition esthétique radicale, ils commencent à se faire remarquer sur la scène de la musique underground russe. C'est en 2016 qu'ils vont créer l'album qui va définitivement concrétiser leur démarche artistique. C'est en 2016 que sort Falal. Un album qui pour moi est en demi-teinte. Il y a une première moitié que je trouve absolument passionnante et une deuxième moitié où je m'ennuie profondément. Les titres que j'ai sauvegardés dans ma playlist, c'est Little Bit Here, I Swear, BBU et Try to Be Real. Et 4 sur 11, ce n'est vraiment pas un mauvais score. Le premier titre met directement dans l'ambiance avec cette voix distordue, à la fois un peu flippante et en même temps ultra immersive. Puis on plonge quasiment dans de la noise music. Une composition bruitiste ultra étrange mais extrêmement précise. Quasiment pas de mélodie, juste un paysage sonore indescriptible. I Swear s'ouvre par une note extrêmement sombre. L'impression d'être tombé à 1000 km sous terre, dans un immense complexe architectural oublié de tous, où une âme continue d'errer dans un noir quasi complet. Sur le troisième titre, la voix de Nastia est beaucoup plus éthérée. On est directement en contact avec les pensées incohérentes d'une âme à la dérive. Une psyché complètement détruite par une existence faite de souffrance et d'incompréhension. Les notes de Nikolai sonnent comme des résidus mémoriels, des vestiges témoignant d'un passé à la fois fait de douleur, mais aussi de reconstruction. Certes, il y a des sonorités qui nous font plonger dans des enfers qu'on a rarement envie d'explorer, mais en même temps, j'ai quand même l'impression qu'on s'en extirpe de ces ténèbres. Certains passages sont de vrais envolées épiques. Oui, on souffre, oui, c'est difficile, mais putain, on se bat, on lutte, ces ténèbres, on va les affronter, et la bagarre sera magnifique. C'est ce narratif qui me vient en tête quand j'écoute BBU et la plupart des musiques d'I Speak de cette époque. Le quatrième titre que je retiens, c'est Try to Be Real, et là pour le coup, c'est assez indescriptible. Avec cette composition beaucoup plus industrielle, quasiment anti-mélodique, la voix de Nastia qui est profondément déformée, et cette phrase Try to Be Real, je m'imagine la conception d'un humain artificiel, une relecture infernale de Pinocchio, passant d'un bloc de chair informe, sculpté dans une usine bruyante, et à qui on n'a pas forcément pensé à donner une âme. Une situation désespérante, elle qui souhaite uniquement être réelle. Dans sa globalité, Falal n'est pas un album qui me séduit entièrement, mais cet enchaînement de 4 titres est monstrueux. C'est un voyage esthétique vraiment puissant et déroutant. On passe en 2017. Après un EP expérimental et un album bien plus maîtrisé, I Speak ont toutes les cartes en main pour créer leur premier chef-d'œuvre, Vacuum. Sorti en 2017, Vacuum est un EP de 7 titres, 5 morceaux originaux et 2 remixes. Et ces 5 morceaux originaux, sans aucune négociation possible, se font une place dans ma playlist. L'album s'ouvre avec Collapse, un titre magnifique, aérien, à la fois très riche et surpuissant dans sa composition. Le genre de musique qu'on se met pour tenter un voyage astral. Le rythme est lent et contemplatif, la voix de Nastia est impressionnante d'émotion et d'expressivité. C'est une excellente entrée en matière, ce premier titre nous exprime vraiment bien la direction et l'ambition artistique du projet. Après Collapse, on enchaîne sur Take My Hand, et alors là, pendant 6 minutes 30, on contemple le beau à l'état pur.
Là où le titre précédent était très intime, recentré sur soi, Take My Hand est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus puissant et semble être d'une ampleur cosmique. C'est peut-être idiot à dire, mais je pense beaucoup à la deuxième moitié du jeu Céleste quand j'écoute ce titre, où deux antithèses de nos personnalités communiquent, s'acceptent et nous tirent mutuellement vers le haut. Probablement que j'ai tort d'y projeter des thèmes d'espoir et de reconstruction, mais c'est par ce prisme de lecture que le morceau me touche le plus émotionnellement. Take My Hand, c'est mon titre préféré de cet album et pour moi l'un des tout meilleurs de Icepeak. Le genre de musique qui n'a absolument pas besoin d'être complexe au niveau des paroles pour communiquer toute sa puissance émotionnelle. Une question qu'on pourrait se poser en écoutant le titre, c'est qu'est-ce qui se passe si à tout moment on lâche la main? Eh bien, ça donne le morceau suivant. Recollect You, c'est une chute libre. Une très lente chute libre où l'on va lâcher prise pour s'enfoncer de plus en plus profond, où l'on va retourner dans les ténèbres. Ici, il n'y a quasiment pas de percussion pour rythmer notre chute, juste de très longues notes appuyant le côté inéluctable de cette chute. Et au fin fond des ténèbres, résonne le titre Vacuum. Vacuum, c'est un titre qui résonne dans une architecture cyclopéenne plongée dans les ténèbres. L'impression que l'on se balade machinalement dans les gigantesques dédales de la Maison des Feuilles. La voix de Nastia est lointaine, complètement perdue, à force d'errer dans ces espaces infinis. Vacuum, c'est un titre qui te fait sentir très petit, écrasé par une solitude et un vide à l'ampleur indéfinissable. Le clip pour le coup est beaucoup plus resserré autour de Nastia et il est extrêmement sombre dans sa photo. On y voit Nastia qui contraste à peine avec un vide écrasant, ça m'a un peu rappelé le travail de Jonathan Glazer dans Under the Skin. Le dernier morceau, Why Should I Wait, même si j'aime beaucoup l'écouter, c'est celui qui m'évoque le moins de choses et pour moi le plus faible de l'album. C'est un titre beaucoup plus abstrait que les autres, et chacun peut, je pense, en retirer quelque chose de différent. L'album Vacuum, c'est un voyage sensoriel assez dément, où l'on va explorer avec beaucoup de douceur les ténèbres les plus profondes, que ce soit dans l'immensité de l'espace ou dans des espaces souterrains gargantuesques. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pour moi le premier projet d'Icepeak que je peux considérer comme un chef-d'œuvre. Il est d'une maîtrise absolue que ce soit dans sa composition ou dans son interprétation, et tout est fait pour créer une esthétique et une atmosphère extrêmement cohérente et immersive du début à la fin, et qui personnellement parle énormément à mes émotions et m'évoque beaucoup de visuels cinématographiques. La même année, Icepeak va sortir ce que je considère comme étant leur projet le plus extrême. Un EP maudit, torturé, dont on ne ressort pas indemne. Un EP du nom de Icepeak. Sur les 6 titres que compte cet EP, il y en a 3 que j'aime beaucoup et sur lesquels je vais développer. Icepeak, c'est un EP qui s'ouvre avec le titre Bound. Et mon dieu, j'étais pas prêt. Bound, c'est l'un des titres les plus agressifs que j'ai pu entendre. Un titre qui me donne l'impression d'être piégé dans une petite pièce dont les murs seraient faits de lames de rasoir. La composition est entrecoupée de sonorités industrielles fracassantes, la voix de Nastia est beaucoup plus agressive, ultra saturée, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar dont elle ne peut s'éveiller. Je trouve ce titre assez extraordinaire dans sa capacité à t'immerger dans un univers infernal tout en étant aussi repoussant musicalement. Clairement pas un titre que j'écoute tous les jours, mais assurément une expérience esthétique d'une très rare intensité. On passe UMS, dont je trouve le traitement de la voix juste insupportable, j'aime vraiment pas ce titre. Pour arriver à They Beat You.
Si on me demande quel est mon titre préféré de toute la carrière d'Icepeak, They Beat You est une réponse que je pourrais donner. La composition est d'une puissance hallucinante grâce à des kicks extrêmement secs. Un titre qui irait parfaitement à une scène de combat dont les mouvements seraient un mélange de brutalité et de virtuosité absolue. En fait, dès que j'ai vu la bande-annonce du film Havoc de Gareth Evans, ça m'a créé un fantasme cinéphilique. Voir cette scène de combat dans la boîte de nuit avec They Beat You en fond sonore. Là, tu as l'une des scènes les plus jouissives de l'histoire du cinéma. Vers 1 minute 40, le titre qui était très structuré et harmonique fait une cassure mélodique vraiment inattendue. La ligne de synthé explose dans une mélodie dissonante, la voix de Nastia devient encore plus brutale, t'as l'impression que le morceau passe en Super Saiyan. C'est hyper déroutant. Non vraiment, They Beat You, c'est une expérience encore plus puissante que Bound, un des morceaux les plus brutals que j'ai pu entendre de toute ma vie. No Reflection c'est sympa mais ça ne m'accroche pas plus que ça. Cycle, je m'ennuie poliment. On passe directement au dernier titre qui est écrit en russe. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Ce titre est complètement indescriptible. Déjà qu'à la base je suis pas très qualifié pour parler esthétique en musique, mon truc c'est vraiment le cinéma, là je me retrouve complètement démuni, à ne pas savoir pourquoi je trouve ce morceau incroyable. Tous les sons sont dissonants, mais aucun ne fait tâche dans ce paysage sonore qui est peint ici. Un paysage qui me fait beaucoup penser aux environnements cauchemardesques et désespérés du film Mad God. Je pense que c'est le titre sur lequel le terme cauchemar s'applique le mieux. Un moment très abstrait, angoissant, claustrophobique, l'impression d'être enfermé dans une prison mentale avec un soi devenu fou. De toute la carrière d'Icepeak, c'est à mon sens le titre le plus perturbant et éloigné de l'idée qu'on se fait d'une musique. Icepeak, c'est le projet le plus brutal, le plus assourdissant, le plus dérangé et le plus perturbant du duo. Un véritable voyage au bout de l'enfer musical. Et j'ai besoin d'une pause. Merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. 2017 sera également marqué par la sortie de 2 singles, Monster et KTO, qui ne m'ont pas beaucoup accroché, mais qui par leur aspect bien plus grand public que les trucs bizarres du passé, amorcent un véritable changement dans la carrière de Icepeak, allant vers des morceaux plus concrets, où la voix de Nastia sera bien plus présente, et où les compositions de Nikolai seront beaucoup moins suffocantes. Une transition qui sera confirmée par la sortie de l'album. Et oui, c'est là que la vidéo va devenir compliquée, parce que je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Je ne parle pas un mot de russe, et beaucoup des titres de cet album sont écrits en russe. Donc je vais partir sur des traductions anglaises. Évidemment, ces traductions seront approximatives et ne reflèteront pas le véritable esprit des œuvres en question, mais c'est pour moi le meilleur compromis. Le nom de l'album sera donc Sweet Life, et les 4 titres dont je vais parler, ceux qui m'ont vraiment marqué, seront Sad Bitch, Flame, Pain et Sweetheart. Comme je le disais, l'album Sweet Life amorce une transition stylistique assez radicale. Les pochettes d'album n'auront plus aucune couleur, Nastia va chanter en russe pour la première fois, les textes et toute leur musique en général sera beaucoup plus provocante et revendicatrice. La colère, la rage, le malaise et la tristesse ne sera plus seulement esthétisée, mais sera véritablement adressée. Une partie des fans du duo seront déçus par ce tournant artistique. Quelque chose que je comprends, mais que je ne ressens pas de cette manière. J'ai découvert Icepeak en 2025 par leurs albums les plus récents, et je n'ai pas de nostalgie vis-à-vis de leur ancienne période. Je vois l'album Vacuum comme l'aboutissement de leur style en termes de musique ambiante et expérimentale, et l'album Sweet Life comme la volonté d'explorer un tout autre style. Eh bien voyons comment ils s'en sortent.
Cet album Sweet Life est un très bon album, mais au vu des masterclass qu'il y aura avant et après, très bon veut aussi dire l'un des moins bons. Sur les 9 titres que compose l'album, seulement 4 m'ont vraiment marqué. Le premier titre est assez joli mais assez osef. Le deuxième est extraordinaire. Sad Bitch, c'est le premier titre d'Ice Peak que j'ai écouté dans ma vie. C'est lui que j'ai entendu dans cette soirée bizarre il y a 4 ans. Dans son deuxième couplet, Nastia y déploie une puissance vocale assez impressionnante de par son énergie et l'effet de saturation qui y est appliqué. Conjugué à une composition extrêmement grave, on te plonge dans une ambiance froide, poisseuse et désespérée. Visuellement, c'est fou à quel point ce titre me donne des idées de plans de cinéma. Sur le deuxième couplet, je vois très bien l'action se dérouler dans un petit village, perdu au fin fond de la Sibérie de la fin du 19e siècle, où une figure féminine, adepte de magie noire, va ensorceler tous les habitants, les forçant à s'entretuer. Bon, globalement, vous voyez cette scène dans The Northman ? Ça ressemblerait à ça, mais avec une caméra beaucoup plus erratique, et avec Nastia qui hurlerait en jouant des percussions au milieu de ce chaos qu'elle contrôle totalement. En tout cas, si je devais clipper ce titre, c'est la direction dans laquelle je serais parti. Bref, j'aime aussi beaucoup le troisième titre. Il résonne comme une alarme qui annoncerait l'arrivée d'un désastre. Le clip pourrait être un unique plan fixe d'un bâtiment qui prend feu, ça marcherait super bien. Il y a un côté inéluctable au désastre, ce sentiment de désespoir, de voir quelque chose s'effondrer, mais d'être parfaitement conscient de son impuissance, de ne pas pouvoir être plus que celui qui regarde, sans rien pouvoir faire. Le cinquième titre est très bon. Je le sauvegarde dans ma playlist, mais à part dire que le début du morceau pourrait être la bande originale des Backrooms, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Le septième titre est très très bon. Il y a, je trouve, une ambiance de boîte de nuit un peu glauque qui s'en dégage. J'ai pas énormément à dire dessus, c'est un titre que je trouve super cool. Voilà pour l'album Sweetheart. Vous l'avez compris, malgré certaines fulgurances, cet album, ainsi que celui qui arrive après, est une période que je trouve un peu molle pour le groupe. En effet, un an plus tard sort l'album CKA 3KA. Et là on y est, l'album que j'aime le moins de Ice Peak. Sur les 8 titres, il y en a 4 que j'ai sauvegardés, et parmi ces 4, il n'y en a aucun que je trouve exceptionnel. On va aller vite sur celui-là. Le premier titre est joli, mais vraiment trop plat. Le sixième titre, je n'en retire absolument rien de marquant. Le septième titre commence comme une musique de Pitbull. Et le dernier titre est pas inintéressant, mais pas assez marquant à mon goût. Maintenant, parmi les titres que j'ai bien aimés, il y a le cinquième que je trouve assez beau, assez atmosphérique, il te donne l'impression de flotter au-dessus d'une ville par une nuit de pleine lune, et c'est vraiment pas désagréable. Le quatrième titre est très cool, c'est assez entraînant, j'aime bien la prod, ça rentre dans la playlist, mais vraiment de pas grand chose. Le troisième titre est très sympa et est pour moi une très bonne porte d'entrée pour quiconque voudrait découvrir le duo de manière pas trop abrupte. Il y a à la fois de la douceur, de l'étrangeté, de la beauté et de l'agressivité vers la fin. Ça fait plutôt bien le taf. Le deuxième titre, c'est mon préféré de l'album. Ça kick vraiment bien, la voix de Nastia est puissante. Non, celui-là est vraiment cool.
et c'est à peu près tout ce que je retire de cet album. Évidemment c'est pas mauvais, ça reste très agréable et fun à écouter à certains moments, mais ouais, musicalement, ces deux albums c'est de loin leur période la plus faible selon moi. Mais en vrai ils vont vite se rattraper. Peut-être que c'était une mauvaise idée de sortir 3 albums en 2 ans. Quoi qu'il en soit, ils mettront 2 ans à sortir leur nouvel album. Et c'est en 2020 que sort le 12 titres Dos Ficiana. Et la prononciation est aussi désastreuse que l'album est excellent. Sur les 12 titres, il y en a 9 que je sauvegarde. Globalement, on est sur un album qui est beaucoup plus sombre et funeste que les 2 précédents, avec l'apparition d'une vraie agressivité, une expressivité beaucoup plus concrète dans l'interprétation de Nastia, et le retour de la virtuosité dans les compositions de Nikolai. C'est vraiment un album que je conseille de manger d'une traite. C'est un voyage qui marque pas mal et que l'on commence maintenant. Le premier titre met vraiment dans le bain. Une montée en puissance qui pose parfaitement le ton de l'album. Ça va être sombre, violent, puissant et énervé, couplé à une véritable beauté poétique, le tout composé avec une précision chirurgicale. Pour moi, c'est une excellente entrée en matière. Le deuxième titre est également une très belle montée en puissance, est intégré dans ma playlist, mais de justesse. J'ai pas grand chose à dire dessus. Le troisième titre est au début déroutant, puis devient absolument magnifique, et j'ai un paysage visuel qui me vient instantanément. Une prison soviétique à ciel ouvert, une nuit enneigée, et une âme perdue qui chante vers le ciel, recherchant la moindre parcelle d'espoir. Et cette recherche de beauté se poursuit dans le quatrième titre. Les frissons partout. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle raconte, mais j'ai une idée personnelle très précise de ce qu'elle exprime. J'y vois toujours cette recherche de lumière dans une nuit et un froid suffocant. Le cinquième titre est également sublime, mais est aussi bien plus léger je trouve. Tu te sens beaucoup moins écrasé par de lourdes couches sonores. Le septième titre est bien plus aérien que le début de l'album. On se bat pour prendre de la hauteur et c'est très stylé. C'est loin d'être le meilleur, mais c'est suffisamment bon pour être sauvegardé. Le huitième titre est monstrueux de malsain. L'impression qu'il a été directement créé dans le salon d'un Dracula en pleine forme en train de tourmenter des dizaines de victimes. Ce piano brutal et aléatoire, ces glitches dans notre vision périphérique, ces voix masculines soit désincarnées, soit en décalage complet avec l'harmonie du morceau, tout est fait pour te plonger en plein film d'horreur. Et avec le titre suivant, l'horreur va quitter sa dimension surnaturelle pour aborder un aspect beaucoup plus politique et institutionnel. Ironiquement, Terroriste est le seul titre de l'album que je peux prononcer, et c'est je pense mon préféré de l'album. À la fois extrêmement provoquant, exprimant une haine sans retenue envers le gouvernement oppressif et répressif de Vladimir Poutine, et en même temps empli de fragilité. Déjà avec cette partie de couplet,
et surtout avec cette partie qui fait tellement vrai et humain. Une réaction de panique extrêmement honnête de la part de deux artistes qui, à cause de leur musique, se voient qualifiés de terroristes par le gouvernement russe. Et tout ça c'est vrai, Icepeak exprime depuis plusieurs années leur haine du gouvernement russe de manière de plus en plus frontale et violente. Et le gouvernement russe ne reste pas sans rien faire. Annulation de concerts, blacklisting, tentative de censure. Ce n'est pas une répression au point de leur appliquer une vraie condamnation, mais clairement, et vous le savez probablement déjà, le gouvernement russe et n'importe quel autre gouvernement vraiment autoritaire veut avoir un contrôle total sur la création culturelle et veille à ce que rien ne dépasse des cadres qu'ils imposent. N'importe quelle musique qui dépasse un peu du cadre peut être perçue comme un danger grâce au pouvoir d'influence sur une partie de la jeunesse. Icepeak s'est connu sur tout le territoire russe et est devenu un symbole de contestation pour une partie de cette jeunesse. C'est bien évidemment à nuancer, il faut enlever cette vision romanesque du grand soulèvement populaire où des mouvements révolutionnaires massifs chantent tous en chœur les paroles de Nastia, c'est très loin d'être le cas. Et pourtant, dans ce gouvernement-là, leur simple existence dérange. Le simple fait qu'ils puissent avoir une démarche artistique un peu radicale pose problème. Et honnêtement, je n'ai pas vraiment de conclusion à tirer de cette situation. Je pense que c'est une véritable chance qu'en France, notre jeunesse puisse être exposée à la fois des discours d'extrême gauche, d'extrême droite et à toutes les nuances qui séparent ces deux bords politiques. C'est hyper important de pouvoir débattre, même indirectement, avec des revendications avec lesquelles on serait en désaccord. Pour moi, c'est essentiel afin de développer notre capacité de réflexion, d'argumentation et notre intelligence collective tout simplement. Des armes fondamentales dont malheureusement, la population de n'importe quel régime autoritaire est dépourvue à cause d'un schéma de pensée bien défini qui est imposé. Bon, à part ça, de quoi je parlais déjà ? Le 11e titre est très beau, j'aime beaucoup l'endroit où Nastia m'emmène. Et voilà qui conclut l'album Dosvitchana. Cet album est largement meilleur que les deux précédents, atteignant de vrais sommets d'excellence. C'est très varié en termes d'ambiance, ça essaye plein de trucs, et tu sens qu'ils commencent vraiment à perfectionner leur démarche. Encore une fois, il faudra attendre 2 ans pour enfin écouter un nouvel album d'Icepeak. Vers février 2022, la guerre russo-ukrainienne éclate, et 2 mois plus tard, le 21 avril 2022, sort le plus grand chef-d'œuvre de la carrière d'Icepeak, Kiss of Death. Cet album est une pure merveille. Le paroxysme du nouveau style d'Icepeak amorcé en 2017. Cet album est un parfait no-skip. Les 12 titres présents sur l'album sont solidement sauvegardés dans ma playlist. Évidemment, certains sont meilleurs que d'autres, mais globalement, l'album est exceptionnel partout, tout le temps, et il s'ouvre avec le titre Kiss of Death. Si dans tous les albums précédents, le style d'Icepeak était sombre, hanté, énervé, comme une menace qui plane à l'horizon, Kiss of Death, c'est le moment où on fait tout exploser. On va chercher des inspirations beaucoup plus métal et hyper pop, et on a rarement entendu Nastia aussi expressive. C'est dément. C'est une musique qui me donne envie de faire l'inverse du bricolage. Et on en est qu'au début. Vampire, c'est aussi un morceau où on va hurler tout ce qu'on a sur le cœur. Nastia y est encore plus stupéfiante. Et puisqu'on n'a pas l'intention de baisser en intensité, on va poursuivre avec le titre Last Day. On a là la performance vocale la plus tarée qu'a pu nous offrir Nastia. C'est tellement intense que c'est quasiment impossible d'être multitâche en écoutant ça. Pour l'anecdote, j'étais en plein exercice de machine learning en découvrant cet album, et ce titre m'a littéralement fait lâcher le clavier. Je me suis retrouvé comme un idiot pendant 3 minutes à ne pas pouvoir faire autre chose que d'encaisser mentalement la claque que j'étais en train de me prendre. On va un peu lever le pied car on arrive sur le morceau Bad Night. On a toujours du scream de la part de Nastia, mais on peut un peu plus respirer pendant les couplets. Des couplets dont j'adore l'interprétation nonchalante et désinvolte.
ce moment-là, Nastia me paraît toute puissante, et on a également le retour d'un chant beaucoup plus lyrique. Warm, c'est un titre qui me parle un peu moins que le reste. J'aime beaucoup ce que fait vocalement Kim Dracula. L'énergie est toujours très entraînante, mais j'ai moins à dire dessus. Let's Die Together est magnifique. Vous voyez ce moment très précis où vous êtes à l'arrière d'une voiture, soit alcoolisé, soit très fatigué, il fait nuit et vous ne faites rien à part contempler les lumières de la ville. C'est exactement dans ce genre d'ambiance que me projette ce titre. Avec cette composition quasiment synthwave, avec cette voix très planante et solennelle, c'est un vrai moment introspectif qui nous est offert ici. Et on va poursuivre dans la pure contemplation avec Are You Scared? I Am Not. Ce titre est un chef-d'œuvre, l'une des musiques les plus puissantes et épiques que j'ai pu entendre. C'est une musique qui pourrait précéder une transformation en Super Saiyan. Cette seconde suspendue dans le temps, avant d'accepter de laisser exploser l'intégralité de la fureur que l'on aurait enfouie durant de longues années. C'est pour moi l'interprétation la plus émotionnellement puissante de Nastia. J'y vois tellement de souffrance opposée à tellement volonté de combattre, avec pourtant tellement d'occasions de lâcher prise. C'est juste trop fort, quoi. Le 8e titre, intégralement écrit en russe et ne durant qu'1 minute 3, est je pense mon titre préféré de l'album. Non, j'en sais rien, ça se joue entre lui, le précédent et Last Day. Et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai dû écouter ce titre une vingtaine de fois et je ne comprends pas les émotions qui me viennent quand je l'écoute. Comme si je touchais une forme de perfection qui ne fait pas sens pour mon cerveau de primate. Bon, j'exagère comme d'habitude, mais c'est vraiment une musique qui me laisse complètement démuni. Dead But Pretty, c'est un retour en force vers une énergie bien brutale et revendicatrice, que ce soit vocalement ou musicalement. Ça marche super bien et c'est très entraînant. I'm Not Evil, I'm Sad est bien plus chaotique dans ses idées. On a une interprétation très particulière de la part de Nastia, comme si elle avait complètement éteint sa voix. On a un changement mélodique brutal vers la fin du morceau et une utilisation bien plus présente de sonorités que l'on associe habituellement au rock metal. Un titre qui fait très bien le café, mais qui est loin d'être aussi mémorable que les précédents. Le 11e titre, pour le coup, est surpuissant. Une musique que tu joues lorsque tu sors victorieux d'un affrontement particulièrement difficile. Le morceau est véritablement épique. Par contre, le refrain, chanté avec des rires, c'est pour moi une faute de goût monumentale. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et on va finir cet album par Let It Go, qui pour le coup, sonne vraiment comme un dernier titre, comme un générique de fin. Le morceau est vraiment saisissant de beauté, comme un dernier regard nostalgique derrière soi, contemplant le chemin parcouru, mais en même temps conscient qu'il reste encore beaucoup à parcourir.
Bon, vous l'aurez compris, si je devais faire un top 20 de mes albums préférés de tous les temps, Kiss of Death serait assurément dedans, et pas à la 20ème place. Cet album est d'une puissance, d'un sublime et d'une inventivité que j'ai rarement écouté. Une proposition esthétique qui est peut-être plus accessible que leurs projets précédents, mais qui pour rien au monde ne perd de sa radicalité. On passe par une variété d'émotions impressionnantes, du malaise à la contemplation, en passant par la jouissance et la mélancolie. C'est le projet somme de cette deuxième moitié de carrière d'Ice Peak. Le projet où les deux artistes vont pousser leur style jusque dans ses derniers retranchements. Et maintenant, après avoir fait ça, après avoir créé un projet aussi énervé et torturé, après avoir exploré toutes les nuances de l'obscurité, qu'est-ce qu'on fait? On se pose dans un transat en pleine nature et on contemple l'horizon, une bière à la main. C'est vraiment ce que m'inspire le dernier album d'Ice Peak, Coming Home, sorti en 2025, 3 ans après Kiss of Death. C'est un album très calme, très chill, où tu sens les deux artistes apaisés et mélancoliques. Probablement l'album où on laisse le plus d'espace de vie à des émotions plus discrètes et plus subtiles. Mais pour être tout à fait honnête, c'est une démarche qui me parle moins que les explosions de puissance que l'on a eues sur les albums précédents. Sur les 12 titres que compte l'album, je n'en ai retenu que 6 dans ma playlist. Les 3 premiers, le 5e, le 9e et le 11e. Ça ne veut évidemment pas dire que les autres titres sont mauvais, c'est juste que ça me parle moins. Et avant de plonger dans cet album, je me dois de mentionner ces 6 titres. Ces titres n'appartiennent à aucun album, mais ils sont monstrueusement cool. Globalement, ils sonnent comme ça. La vidéo devient trop longue pour que je m'attarde dessus en profondeur, voyez ça comme un petit bonus. Et donc on y arrive enfin, la toute dernière partie du voyage. On a traversé l'enfer, on peut enfin se reposer sur Gospodi Prastiminia. Ce premier titre est magnifique. La voix de Nastia, lente et vraiment douce, arbore une vraie dimension spirituelle. C'est impressionnant de maîtrise et couplé au rythme anormalement rapide de la composition de Nikolai, c'est les frissons instantanés. L'impression d'assister à une puissante intervention divine. Le deuxième titre, Where is my home, est une ballade qui, elle, m'emporte totalement en termes d'émotion. Musicalement, c'est très entraînant et ça me ramène à ces moments où l'on retombe par hasard sur des photos et sur des vidéos de notre passé, des moments de bonheur que l'on aurait supprimés de notre mémoire. Ce
titre sonne vraiment comme un souvenir qui revient nous plonger dans une agréable introspection. Personnellement, la nostalgie est une émotion que j'ai souvent tendance à fuir. C'est la porte ouverte aux réflexions du type « c'était mieux avant », oubliant peut-être que ce fameux « avant » était perçu par le regard d'un nous différent et qui peut-être se sentait mieux qu'aujourd'hui. Bon, je vais pas partir dans un tunnel philosophique, passons juste au titre suivant. J'ai moins à dire sur Never Die, c'est un titre qui m'inspire beaucoup moins visuellement et émotionnellement. Le titre est sublime dans toutes ses dimensions, mais malheureusement très court et est très vague dans son côté évocateur. Like Moon Like Sun, pareil, c'est extrêmement tendre, ça s'écoute super bien, mais j'ai moins à dire dessus. C'est une capture très précise de cette notion de paisible, une plaine à perte de vue, où tu peux t'y détendre en toute tranquillité. Le 9e titre, traduit en l'herbe verte et le ciel bleu, est le seul de l'album où Nastia va pousser sa voix dans des endroits peu agréables. La composition est surpuissante, résonne dans l'intégralité de mon corps et arrive à créer ce sentiment d'urgence. Ce titre me fait imaginer un groupe de fantômes, piégés dans une maison inhabitée, contraints de voir par la fenêtre le temps défiler à toute vitesse. Et enfin on y est, le tout dernier titre d'Ice Peak dont je parlerai dans cette vidéo, Loverboy. Et il est ultra étrange. J'y vois une balade dans une forêt qui n'est plus enchantée depuis des siècles, et dont il ne reste plus que des cendres et des souvenirs qui s'effacent petit à petit. La composition va chercher des sonorités très diverses et improbables, peignant un paysage mort mais autrefois plein de fantaisie. Nastia a une voix quasiment spectrale, un fragment mémoriel qui erre dans l'espoir d'être entendu une dernière fois. C'est absolument sublime, hyper évocateur, et émotionnellement, c'est l'un des titres d'Ice Peak les plus forts à ce niveau-là. Loverboy, c'est un titre qui me met face au ravage du temps et à la fatalité de notre finalité. Une finalité que nous devons accepter que notre existence est une fin, accepter que cette vidéo est une fin.